Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le SSAE, un service social spécialisé. Chapitre 1. Place du SSAE au regard des flux migratoires et des LEGISLATIONS nationales et internationales. Origine du SSAE. De grandes vagues migratoires venant essentiellement d'Europe de l'Est et du Proche-Orient apparaissent au début du siècle. Bouleversements politiques, guerre et misère poussent des milliers d'individus à quitter leur pays pour aller chercher ailleurs les conditions d'une vie meilleure. Dès 1914, le Congrès mondial des associations chrétiennes de jeunes filles, réuni à Stockholm, s'inquiète de la situation dans laquelle se trouvent des femmes et des enfants essayant dans la plupart des cas de rejoindre le père de famille parti aux Amériques. Il confie à une assistante sociale une enquête sur la migration dont les résultats amèneront la création de l'IMS, International Migration Service, en 1924. Ce service ouvre des bureaux à Prague, Varsovie, Constantinople, Anvers et en France dans les ports du Havre et de Marseille. Les bureaux français agissent auprès de populations transplantées et bloquées dans ces villes portuaires du fait, notamment, de la mise en place de quotas migratoires par la loi américaine, mais aussi de la pénurie financière, de la maladie ou de l'errance totale de certains enfants perdus. Conseils, soutien et assistance financière sont apportés aux personnes en difficulté. À cette action d'aide immédiate et humanitaire se conjugue une action de sensibilisation voire d'interpellation des pouvoirs publics sur le respect des droits essentiels de ces migrants. Méconnaissant la réglementation, ne maîtrisant pas la langue française, ils sont en effet soumis aux arbitraires et aux abus les plus scandaleux. Cette exigence d'action sur le plan du droit est particulièrement à l'œuvre en France. D'une part, nous sommes, dans les années 1920, en plein essor de la professionnalisation du service social qui, se proposant de renouveler l'idée même de charité, défend pour se faire reconnaître l'exigence de technicité et la nécessaire évolution du droit. D'autre part, Lucie Chevalet, qui est à l'origine de la création avec Françoise de Bacourt de la section française du Service international d'aide aux émigrants, est docteur en droit. Elle investit toutes ses compétences dans l'action de cette structure. C'est ainsi qu'après la recherche de réponses les plus adaptées à la situation de milliers de réfugiés, elle se préoccupe de la protection de la main-d'œuvre étrangère. En effet, après la Première Guerre mondiale, le gouvernement avait fait appel à des femmes polonaises pour travailler dans l'agriculture. Bon nombre d'entre elles étaient illettrées et coupées de leur famille. En 1928, Lucie Chevalet, alors présidente du SSAE, propose au ministère de l'Agriculture de créer un service de protection des femmes employées dans l'agriculture composé d'inspectrices capables de parler leur langue, de les aider dans leurs démarches et de leur faire connaître leurs droits. En 1939, le SSAE est chargé de créer dans chaque département un comité sous la présidence du préfet, et de mener toute action utile visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des étrangers. L'occupation va amener le SSAE à devoir faire face, dans l'urgence et la précarité, à de multiples problèmes tant que cela fut possible, c'est-à-dire jusqu'en 1942. Pour cela, il était nécessaire d'être partout, et surtout dans les camps d'internement de sinistre mémoire. L'aide aux réfugiés espagnols, russes, arméniens, la transmission des messages familiaux internationaux, les recherches de famille, toutes les actions possibles se mirent en place, les clandestines relayant souvent celles qui furent menées légalement. Ce n'est qu'après la libération que le SSAE put participer pleinement à la mise en œuvre de ce qui lui semblait depuis longtemps indispensable, une véritable loi au service d'une politique de l'immigration. Évolution de la législation en matière d'immigration. L'après-guerre. L'ordonnance du 2 novembre 1945 définit les conditions d'accès à la nationalité française, d'entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que leur statut juridique. Elle confie à l'ONI, Office national de l'immigration, le soin de recruter la main-d'œuvre dont la France a besoin pour son entreprise de reconstruction. Mais les besoins s'avèrent plus importants que ce que peut fournir l'ONI, de sorte que se développe une immigration dite sauvage. Les étrangers entrent comme touristes ou clandestinement, et effectuent les procédures de régularisation une fois sur le territoire français. L'obtention, dans un premier temps, de la carte de travail, permet par la suite de bénéficier d'une carte de séjour. De plus,
Les ressortissants des anciens pays colonisés par la France et nouvellement indépendants ont le libre droit d'établissement en France. De 1954 à 1974. La France connaît alors la vague d'immigration la plus massive de son histoire. Elle correspond à un double objectif de la part des gouvernements successifs. Économique tout d'abord. Il s'agit de disposer d'une main-d'œuvre suffisante pour entreprendre l'œuvre de reconstruction et répondre aux besoins des industries automobiles, sidérurgiques et du bâtiment et des travaux publics. Démographique ensuite. Il faut combler le déficit démographique chronique du pays. Les années 1970 vers la maîtrise des flux migratoires. Dès 1968, les autorités ont tenté une reprise en main, notamment par le contrôle de la procédure de régularisation a posteriori. En 1972 à 1973, les circulaires Fontanet et Marcellin subordonnent la politique de délivrance des titres de séjour et de travail à la politique de l'emploi. Les régularisations postérieures sont écartées au profit d'un respect strict du régime prévu dans les textes et donc dans l'esprit de l'ordonnance de 1945. Le 3 juillet 1974, le gouvernement présidé par Valéry Giscard d'Estaing décide de suspendre provisoirement l'immigration. C'est le début d'une politique de maîtrise des flux migratoires. Celle-ci comprend également la mise en place de mesures pour inciter la main-d'œuvre jugée excédentaire à retourner vers son pays d'origine. D'autre part, la liberté d'établissement des ressortissants des anciennes colonies est progressivement supprimée. Les années 1980. Le 10 janvier 1980, la loi Bonnet constitue la première modification de l'ordonnance de 1945. Elle témoigne d'un souci sécuritaire et durcit les conditions d'entrée des étrangers en France. Toute irrégularité en matière d'entrée et de séjour, ainsi que tout trouble à l'ordre public est motif d'expulsion, et dans ce cas, l'individu peut alors soit être reconduit à la frontière, soit faire l'objet d'une détention pouvant aller jusqu'à 7 jours. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, les mesures d'aide au retour sont supprimées et les conditions de vie sont améliorées. La loi du 29 octobre 1981 prévoit que les étrangers en situation irrégulière seront désormais présentés devant le juge correctionnel et ne feront plus l'objet d'une procédure administrative. L'année 1984 voit la création de la carte de résident valable 10 ans, renouvelable de plein droit et donnant le droit d'exercer librement toute profession. Elle est remise à tout étranger résidant régulièrement sur le sol français depuis 3 ans. Mais les socialistes maintiennent 2 dispositions de la loi Bonnet, l'exécution forcée des mesures d'expulsion et la rétention des étrangers en instance d'expulsion. L'année 1986 voit le retour au pouvoir de la droite. La loi de septembre 1986, dite loi Pasqua, restreint l'attribution de la carte de résident tout en diminuant le nombre de catégories d'étrangers qui en sont bénéficiaires. D'autre part, les étrangers entrés en France avant l'âge de 10 ans perdent le droit à la carte de résident lorsqu'ils ont été condamnés à une peine de prison de 6 mois ferme ou d'1 an avec sursis. Une mesure est également prise dans le cadre de la série d'attentats dont la France est la cible, et sera par la suite conservée, l'instauration de visas pour les ressortissants de plus d'une centaine de pays, majoritairement du tiers-monde. En 1988, les socialistes, de retour au pouvoir, tentent d'aménager les lois Pasqua. Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, redonne ainsi la priorité à la procédure judiciaire sur la procédure administrative en matière d'expulsion, 1989. D'autre part, tous les étrangers vivant régulièrement en France depuis l'âge de 10 ans se voient délivrer leur carte de résident, qu'ils aient été ou non condamnés. En 1993, la droite entend reprendre la politique restrictive entamée en 1986. La réforme du Code de la nationalité, adoptée en juillet 1993, concerne principalement les jeunes nés en France et qui y vivent depuis au moins 5 ans. Pour devenir français, ils doivent en manifester la volonté. La procédure de naturalisation par le mariage est modifiée. 2 ans de mariage sont désormais nécessaires contre 6 mois auparavant, pour que le conjoint étranger d'un français ait la nationalité française. Enfin, les candidats à la naturalisation doivent résider en France avec leurs parents s'ils sont mineurs, ou être entrés en France de manière régulière et n'y avoir pas commis de délit.
La loi du 24 août 1993 définit par ailleurs les nouvelles conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Elle concerne les étrangers hors Union européenne, entrés pour motif professionnel, au titre du regroupement familial, par le biais de l'OMI, Office des migrations internationales, ou au titre du droit d'asile. Les étudiants et apatrides font l'objet d'une procédure particulière prenant en compte leur assiduité aux cours, leurs conditions de ressources, etc. Finalement, un consensus s'établit sur le plan politique, à l'exclusion du Front national, concernant les grandes lignes de la politique d'immigration que doit adopter la France. Il s'agit d'arrêter tout nouveau flux migratoire et de favoriser l'intégration des étrangers légalement établis. Ainsi, ce sont essentiellement les associations de défense des étrangers qui se chargent désormais de dénoncer des lois jugées trop sévères. Mais ces protestations n'empêchent pas le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, d'avoir mis en place un nouveau projet de loi en vue de renforcer l'arsenal législatif existant. 3 orientations principales ont motivé ce projet de loi. Donner vocation à un titre de séjour de courte durée pour les personnes dont l'expulsion est juridiquement impossible, et ce en prenant en compte les liens avec la France, qu'ils soient de durée ou familiaux. Renforcer le dispositif d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, en adaptant les procédures de la rétention administrative. Permettre aux officiers de la police judiciaire de procéder à une fouille sommaire des véhicules, dans une limite de 20 km aux abords des frontières. Il s'agit également de renforcer le contrôle en matière de travail irrégulier. Ce projet de loi va dans le sens d'une plus grande sévérité et d'un durcissement de la loi concernant les immigrés. Faisant notamment suite au rapport de Patrick Veil, mais également à la régularisation de 1997 engagée par le gouvernement Jospin, la loi du 11 mai 1998, dite loi Chevènement, ne sera pas la refonte de l'ordonnance du 2 novembre 1945 promise par la gauche lors de son arrivée au pouvoir, mais une nouvelle modification de ce texte. La loi Chevènement modifie le régime du séjour des étrangers en France en rétablissant la commission du titre de séjour supprimée précédemment, mais surtout en instaurant 3 nouvelles cartes de séjour temporaires. La CST scientifique délivrée à l'étranger venu en France au sein d'un organisme d'accueil pour y mener des travaux de recherche ou y dispenser un enseignement de niveau universitaire. La CST profession artistique et culturelle délivrée à l'artiste-interprète ou auteur d'une œuvre littéraire ou artistique, disposant d'un contrat de plus de 3 mois, avec une entreprise à objet culturel. La CST vie privée et familiale délivrée de plein droit à certaines catégories d'étrangers. Parmi ces dernières 2 ont particulièrement retenu l'attention. Les étrangers dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, article 12 bis 7 degrés, disposition qui consacre la jurisprudence relative à l'article 8 de la CEDH et les étrangers faisant état des une pathologie grave ne pouvant être soignée au pays d'origine, article 11 bis 11 degrés. La loi instaure également une carte de retraité, destinée à favoriser la circulation des retraités étrangers ayant travaillé en France et ayant fixé leur résidence à l'étranger. Il s'agit aussi d'assouplir les dispositions les plus controversées introduites par les lois Pasqua et Debré, mise en place de l'attestation d'accueil à la place du certificat d'hébergement, suppression des interdictions administratives du territoire, suppression de la rétention judiciaire, et de clarifier le régime de délivrance des visas. La loi du 11 mai 1998 prévoit que les refus de visa devront désormais être motivés pour certaines catégories d'étrangers, parmi lesquels les membres de familles de Français, les bénéficiaires du regroupement familial, la plupart des bénéficiaires de l'article 15, etc. La loi du 26 novembre 2003, élaborée sous l'égide du nouveau ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, réintroduit une dimension liée au contrôle, durcissement du régime de l'attestation d'accueil, élargissement des pouvoirs de vérification du maire en matière de regroupement familial et pour la délivrance de l'attestation d'accueil, multiplication des fichiers, suspicion sur les actes d'état civil étrangers, modification de article 47 du Code civil, allongement de la rétention administrative. C'est surtout la question de la réforme double peine qui a fait grand bruit.
En instaurant de nouvelles catégories de personnes protégées contre une telle mesure, bénéficiant d'une protection absolue, la loi a entendu rendre plus difficile l'éloignement de certains étrangers présentant des liens particuliers avec la France, famille et ancienneté de séjour, mais il convient de noter que parallèlement, les peines d'interdiction du territoire français ont été étendues à de nouvelles infractions. En matière de séjour, c'est l'accès à la carte de résident qui est rendu plus difficile et plus aléatoire. Seules quelques catégories privilégiées peuvent accéder de plein droit à la carte de résident, article 15, les autres ayant la possibilité d'y prétendre au bout de plusieurs années de séjour, en fonction de leurs moyens d'existence et des conditions de leur activité professionnelle et au vu de l'intégration républicaine dans la société française, article 14. Il faut aussi noter que la loi du 26 novembre 2003 transpose plusieurs règlements et directives européennes et s'inspire des textes européens en voie d'adoption. Ainsi l'introduction de plusieurs mesures relatives à l'éloignement, ou l'introduction de la protection temporaire dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 constitue, elle, de nouvelles étapes de l'harmonisation européenne. Réfugiés et demandeurs d'asile. Avant 1945. La guerre de 1914 à 1918, le nazisme, la crise économique des années 1930, la Seconde Guerre mondiale ont des conséquences sur les populations civiles qui fuient leur pays et choisissent l'exil. Ils cherchent refuge aux États-Unis via la France ou restent en France. Ce sont des familles obligées de se séparer et de se disperser quand les pays d'accueil adoptent des politiques de quotas de réfugiés, les États-Unis en 1924 par exemple. Ce sont des mineurs isolés qui, peu après les massacres d'Arménie en 1924, arrivent par bateaux entiers. Ce sont les réfugiés économiques lors du chômage massif sévissant en Europe, en 1932, ou des réfugiés fuyant le nazisme, allemands et autrichiens en 1933. Ce sont les réfugiés espagnols en 1937 et 1939, et des convois entiers d'enfants dirigés vers la France. Enfin, en 1939, ce sont de nombreux réfugiés polonais qui arrivent en France, fuyant leur pays envahi. De 1945 à 1985. Dès 1945, se met en place un système international de protection des réfugiés sous l'égide de l'ONU. L'OIR, Organisation internationale des réfugiés, avait été créée par la SDN en 1931 pour poursuivre l'œuvre de l'organisation Nansen jusqu'à sa liquidation fin 1938. Elle reprend du service entre 1946 et 1950, date à laquelle le relais sera pris par le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. D'autre part, cette période est marquée par une internationalisation des droits de l'homme dans la Charte des Nations Unies de 1945, suivie de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ces textes fondent aujourd'hui encore le droit d'asile. Puis en 1951, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, texte juridique contraignant pour les États qui l'ont ratifié, définit pour la première fois un statut international du réfugié. La France ratifie ce texte en 1954. En France, le préambule de la Constitution de 1946 est explicite quant au droit d'asile. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. La France vote la loi du 25 juillet 1952 et crée l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. Jusque vers les années 1970, le dispositif de protection nationale et internationale des réfugiés paraît bien fonctionner. Leur nombre va en décroissant. Mais le monde va mal à nouveau. Les conflits nord-sud se superposent désormais aux rivalités est-ouest. L'Occident, riche et prospère, attire de plus en plus. Le nombre de réfugiés dans le monde franchit le cap des 10 millions en 1982, tandis que la demande d'asile adressée à l'Europe croît rapidement. En France, de 1973 à 1976, on assiste à l'arrivée de plusieurs milliers de Latino-Américains, en particulier du Chili. En 1975, ce sont les réfugiés du sud-est asiatique qui affluent, 1000 par mois environ pendant 7 ans. En 1976 à 1977, les Tamouls du Sri Lanka fuient le conflit les opposant aux Singhalais. En 1979 et 1980 arrivent des Éthiopiens fuyant le nouveau régime en place.
Puis ce sont, à partir de 1979, de nombreux Africains, Zaïrois, Angolais, Ghanéens, Guinéens, etc. Des Haïtiens fuyant la dictature, des Afghans fuyant le régime communiste, des Iraniens le régime islamique. En 1982, ce sont des Pakistanais fuyant l'intégrisme islamique mais surtout des Turcs dont le nombre ira croissant. 1985 à 1995, l'ère du soupçon. L'arrivée croissante des demandeurs d'asile et des réfugiés entraîne des réactions de rejet. L'Europe cherche à se protéger contre l'envahissement externe en édifiant ce qu'on a appelé la forteresse Europe. Les mesures restrictives voient le jour dans tous les pays, sanctions contre les transporteurs, refoulement en direction du pays d'origine, révision de la procédure d'admission au droit d'asile, création de zones de rétention dans les ports et aéroports. Les conventions de Schengen et de Dublin marquent à la fois un progrès, institution de la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace commun, et un recul, aucun droit à l'entrée au séjour. Les concepts dangereux pour le droit d'asile, comme la notion de pays d'origine sûr, de pays de premier accueil, de demande d'asile manifestement infondée, font leur apparition et sont entérinés par le Conseil européen de Luxembourg en 1992. Résultat, le nombre de demandes d'asile adressées en 1995 à l'Europe a diminué de moitié par rapport à 1992. En France, le soupçon à l'égard des demandeurs d'asile est inscrit dans la loi du 24 août 1993, dite loi Pasqua. Dans l'exposé des motifs, on peut lire « Il s'agit de se prémunir contre les abus commis par certains demandeurs d'asile qui, en détournant la procédure d'asile, portent atteinte à la crédibilité de l'institution. » On est loin de la définition que donne notre Constitution de 1946 de droit d'asile. Son préambule ainsi que l'article 53A1 de la Constitution depuis novembre 1993 donnent pourtant au droit d'asile une valeur constitutionnelle. La réalité actuelle nous montre qu'il en va tout autrement pour le demandeur d'asile, qui doit affronter de nombreuses difficultés administratives et juridiques. S'agissant des Algériens, M. Belorget fait observer que ceux qui fuient la violence aveugle trouvent chez nous des conditions d'accueil indignes de notre tradition d'asile et des liens qui unissent la France et l'Algérie. Cette crise des valeurs se traduit également à l'égard des candidats réfugiés. Actuellement, le demandeur d'asile relève dans la pratique de la compétence du ministre de l'Intérieur, alors que le statut de réfugié ne peut être reconnu que par l'OFPRA et la commission de recours en cas de rejet. 1995 à 2003. La grave crise en Algérie a amené progressivement les autorités françaises à se pencher sur la question d'une protection spécifique à apporter aux Algériens arrivés sur le territoire français, et de façon temporaire. En effet, l'application restreinte faite par certains États, dont la France, ne permettait pas à l'OFPRA d'accorder le statut de réfugié à des demandeurs d'asile dont l'auteur de persécution n'était pas étatique. Certes, la jurisprudence a évolué dans les années 1995 à 1998, grâce à l'intervention du Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR notamment. Il a donc été adopté, dans le cadre de la modification de la loi de 1952 relative au droit d'asile, une possibilité d'accorder un asile territorial en référence à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, accordé par le ministère de l'Intérieur. Peu de personnes ont été reconnues au titre de l'asile territorial. Le SSAE et les associations de défense du droit d'asile ont à maintes reprises demandé, en vain, que des droits sociaux soient accordés aux demandeurs d'asile territorial. Au cours de l'année 2002, le nombre des demandeurs, le coût des dispositifs et le faible nombre des personnes reconnues au titre de l'asile territorial ont été des éléments déterminants conduisant les pouvoirs publics à préparer une réforme profonde du droit d'asile. Les autorités françaises annoncent que la France va abandonner le critère de l'origine étatique des persécutions, en cohérence avec la pratique des partenaires européens. La loi du 10 décembre 2003 introduit le concept de protection subsidiaire, en référence aux travaux européens en cours d'élaboration. Se substituant ainsi à l'asile territorial, l'OFPRA serait saisie de toutes les demandes d'asile. La loi garantit un entretien pour les demandeurs d'asile à l'OFPRA sauf cas particuliers, notamment les demandes manifestement infondées, concept difficile à apprécier. Il n'était pas appliqué jusqu'alors à l'OFPRA,
Et on peut regretter de voir cette limite qui risque d'écarter un grand nombre de demandeurs d'asile d'une procédure pleine et entière. De même, à la commission des recours est introduite la possibilité d'écarter certains appels si aucun élément sérieux n'est susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA. Parallèlement à ce nouvel appareil juridique, l'OFPRA reçoit des moyens avec l'objectif de raccourcir les délais de traitement des demandes d'asile. Les effets attendus de ce nouveau dispositif, conjugués à l'augmentation des places d'accueil en structures spécialisées, qui ne couvrent aujourd'hui que 20% des besoins, semblent préfigurer une organisation sur le modèle déjà mis en œuvre, notamment en Belgique où la norme serait l'incitation à l'asile par l'hébergement systématique des personnes. La suppression annoncée de l'allocation d'attente aux demandeurs d'asile, versée par le SSAE depuis les années 1980, ne préfigurerait-elle pas la suppression des aides en milieu de vie ordinaire, donnant un rôle de gestionnaire plus important au dispositif national d'accueil qui attribue les places d'hébergement? En conclusion, nous assistons, durant cette période, à la confirmation de la mise en place d'une politique restrictive quant au droit d'asile, en conformité avec les politiques développées au niveau européen. La France s'est mise aux normes européennes avant même l'adoption à Bruxelles de directives concernant la définition du réfugié et les normes de procédure. Elles ont fini par être adoptées, in extremis le 30 avril 2004, en application du traité d'Amsterdam. Cet ensemble de mesures témoigne des nombreuses mutations en cours ainsi que de l'évolution vers un nouveau modèle. Est-ce la fin en France comme en Europe d'une certaine conception du droit d'asile en application de la Convention de Genève? Protection internationale de l'enfance. Quelques dates significatives. 1948. L'ONU proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme dans laquelle l'article 25A2 spécifie que l'enfant a droit à une protection spéciale. 1959. L'ONU proclame le 20 novembre 1959 la Déclaration des droits de l'enfant. Ce texte reconnaît des droits à tous les enfants sans distinction et sans discrimination aucune. Il est spécifié que l'enfant doit être en mesure de se développer dans des conditions de liberté et de dignité. 1989. L'Assemblée générale de l'ONU adopte la CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant, qui entre en vigueur le 2 septembre 1990 entre les 20 premiers États qui l'ont signée et ratifiée. La France a été le 23e État ratifiant et le premier des 12 européens. Elle fixe des normes juridiques universelles contraignantes pour les États qui la ratifient. C'est ce caractère de contrainte qui distingue une convention d'une déclaration. Avril 2004, sur les 193 États de la communauté internationale, 191 ont ratifié la convention, 2 pays seulement ne l'ont pas encore ratifiée, la Somalie et les États-Unis. Les droits définis par la CIDE. La Convention définit des objectifs éducatifs destinés à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, à le former au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, à préparer également l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux. La place de la famille dans ses fonctions protectrices et éducatives est pleinement reconnue. Les États s'engagent à lui assurer l'assistance dont elle a besoin pour jouer pleinement son rôle sous la forme, entre autres, de prestations pour que soient respectés les droits de l'enfant à être nourri, logé, soigné, scolarisé. Mai 1993. La Conférence de droit international privé de La Haye, source importante de conventions internationales protégeant les droits de l'enfant, donne le jour à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. La France a ratifié cette convention en juin 1998. Mai 2004. Sur les 193 États de la communauté internationale, seulement 49 États l'ont signé, parmi lesquels seuls 40 l'ont ratifié, auxquels s'ajoutent 13 États adhérents, soit seulement 53 pays sur les 193 pour lesquels cette convention a force de loi. Comment s'exerce la surveillance du respect des droits définis? La convention a prévu un comité composé de 10 experts, art. 49.
à qui les États envoient des rapports sur les mesures qu'ils ont adoptées et sur les progrès réalisés dans l'application de ces droits, art. 44, ou sur les difficultés rencontrées. Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale, les institutions spécialisées, l'UNICEF et autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions qui relèvent de leur mandat, art. 45. Le comité fait des suggestions et des recommandations d'ordre général qui sont transmises à tout État partie prenante. Il a donc surtout une fonction pédagogique de conseil et d'aide technique. La Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant de 1996. Le Conseil de l'Europe a cherché à préparer une convention plus spécifique permettant de rendre plus efficace encore, dans les États membres, la mise en œuvre de la CID. En avril et mai 1996, la Convention était signée par 8 États: Finlande, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Suède et France. Le but de la Convention est de faciliter l'exercice des droits matériels des enfants, en créant des droits procéduraux pouvant être mis en œuvre par les enfants eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes. L'accent est mis sur l'idée de promotion des droits de l'enfant, dans la mesure où le terme promotion est plus large que celui de protection. La Convention contient un dispositif minimum que les États doivent respecter, mais les États sont invités à aller toujours plus loin dans la promotion de l'exercice des droits des enfants. 2 modalités d'application de la Convention sont prévues. Chaque État crée un organe spécifique destiné à promouvoir les droits de l'enfant. Cet organe doit prendre des mesures pour s'informer de l'opinion des enfants et leur fournir des informations appropriées. La création, au sein du Conseil de l'Europe, d'un comité permanent des droits de l'enfant ayant pour fonction d'examiner toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la Convention, de proposer des amendements et de fournir assistance et conseils aux organes nationaux. Néanmoins, ce texte est trop limité quant à son champ d'application et par rapport aux nouveaux droits reconnus à l'enfant. Le Comité européen des droits de l'enfant n'a, en effet, qu'un pouvoir de recommandation. Octobre 1996, voit le jour la Convention de La Haye sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, c'est le titre entier. Mai 2004, cette Convention de La Haye, outil unique et très complet concernant la protection des mineurs au plan international, à ce jour n'a été signée que par 19 États et ratifiée par 6 États. 3 autres États y ayant adhéré, cette convention est en vigueur dans 9 États sur les 193. Le Maroc a ratifié ce texte mais la France ne l'a pas encore fait. Ratifiée par un plus grand nombre de pays, cette convention serait certainement un instrument irremplaçable qui permettrait entre autres le suivi international des mesures de protection des mineurs. Chapitre 2. Un service social porté par une association reconnue d'utilité publique. Le SSAE est une association créée il y a environ 80 ans autour d'objectifs qui demeurent toujours d'actualité: venir en aide aux émigrants, immigrants et transmigrants au cours de leur adaptation ou de leur établissement, s'employer au regroupement des familles, à la protection des femmes et des enfants migrants isolément, servir de lien entre les migrants et les instances assistance spirituelle ou matérielle dont il peut avoir besoin tout en respectant les convictions religieuses de chacun. Article 1 des statuts déposés en 1926 est resté en vigueur. Valeurs et éthique exprimées dans la charte associative. Cette association emploie des professionnels de l'action sociale dont les convictions personnelles ont souvent pu trouver place dans un projet associatif, au sein du service. Ces convictions professionnelles et les idéaux qui ont inspiré les buts initiaux de l'association sont fréquemment exprimés dans les éditoriaux de la revue du SSAE, Accueillir. Ainsi, Pierre Nicolai, président, écrivait en janvier 1995 que le souci de l'autre doit être la clé des relations sociales. Et l'étranger est autre plus encore que les autres. Jacqueline Costa-Lascou, administrateur, reprenait en 1994 une réflexion sur le traitement des différences et la nécessité de qualifier les droits culturels de droits universels, indivisibles et justiciables. Cette inspiration humaniste est aujourd'hui la même que celle de l'éthique, exprimée par exemple par Paul Ricoeur affirmant la liberté et l'altérité,
l'autre est mon semblable. Semblable dans l'altérité, autre dans la similitude. Elle se réfère également à la sociologie du sujet et de l'acteur, ainsi qu'à la conception juridique de la personne, sujet de droit. Une telle inspiration est caractéristique du service social. Déjà en 1928, la Conférence internationale de service social qualifie l'aide individualisée de mouvement fondé sur la compréhension des relations et des réactions humaines. C'est en 1996 qu'un rapport du CSTS, Conseil supérieur en travail social, au ministre des Affaires sociales reprend cette citation comme une des références fondamentales de l'intervention sociale d'aide à la personne. En 1994, l'association a éprouvé le besoin de se redéfinir au moyen d'une charte associative. Adoptée par le conseil d'administration du SSAE, elle est le fruit de la réflexion conduite au sein de l'association à partir des contributions du personnel exprimées dans de nombreux textes et débats au premier semestre 1994. Cette charte définit ainsi les valeurs communes du SSAE. La force de l'éthique. Au cours de son histoire, en défendant les droits fondamentaux, le SSAE s'est forgé des valeurs sur lesquelles il s'appuie et qu'il se doit de réaffirmer. Il se donne comme règle le respect de la dignité de la personne, la tolérance, la reconnaissance de la diversité des cultures et des identités, l'acceptation de l'autre. Le SSAE agit pour le droit de vivre en famille. Il intervient pour le respect du droit d'asile et du devoir d'accueil des réfugiés. Il assume une fonction de vigilance face aux dérives xénophobes et à toute forme de discrimination. Aussi est-il particulièrement attentif au respect de l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le SSAE, attaché à son indépendance politique et confessionnelle, est conduit à faire des observations et suggestions aux pouvoirs politiques locaux et nationaux, ainsi qu'aux associations intéressées. Il adopte, pour l'ensemble de ses membres, l'obligation du secret professionnel. La responsabilité et le professionnalisme comme principe d'action. En adhérant ou en travaillant dans l'association, chaque membre du SSAE est conscient que par ses actes, il engage la responsabilité collective de l'association. Un principe d'organisation important dans le service est celui de la délégation vis-à-vis des partenaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.